chers auditeurs, ou bonsoir si vous nous écoutez à des heures tardives. Vous êtes sur Radio Lorraine Enragée, votre web radio préférée. François-Xavier Consolé au micro comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur David Delorme Montsarrat, responsable à l'organisation étudiante, jeune organisation, la Cocarde étudiante. Monsieur Delorme Montsarrat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable Paris 1 de la Cocarde étudiante, un syndicat étudiant qui regroupe 500 membres d'après les chiffres que j'ai. Pour faire simple, vous allez un petit peu rappeler ce que c'est que la Cocarde étudiante. Vous vous classez à droite, qui est assez peu commun dans le monde des étudiants, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai. Alors, comment est née l'organisation, la Cocarde étudiante? Vous êtes assez récent, vous êtes né en 2015, je crois. Oui, la Cocarde étudiante a été fondée en 2015 par des gens qui voulaient d'un mouvement étudiant de droite à l'université, qui fasse réellement quelque chose, qui ait une ligne aussi souverainiste, opposée au libéralisme dans sa globalité, conservatrice, apartisane, aussi un mouvement apartisan et transpartisan qui veuille vraiment réunir tous les étudiants de droite, quels qu'ils soient, sans préférence pour un parti en particulier. Et voilà, et personnellement je suis là depuis un peu plus d'1 an, depuis fin 2018. Comme tout syndicat étudiant, vous avez des revendications, et aussi un programme, j'imagine, pour défendre un petit peu les étudiants et pour repenser la façon dont les cours sont dispensés, repenser comment l'université est organisée. Comment on se situe à la Cocarde étudiante sur cette question-là ? Alors pour cela, évidemment, les programmes dans le détail, évidemment, varient selon les universités, ce qui est tout à fait logique. Mais après, globalement, nous sommes pour les défenses du mérite à l'université, de la valeur des diplômes, c'est-à-dire, par exemple, empêcher les blocages d'universités par des gauchistes, qui, évidemment, descendent en flèche la valeur des diplômes. Si évidemment tout le monde à la fin de l'année que tout le monde a 10 ou 15, évidemment le diplôme ne vaut plus rien. C'est défendre par le mérite également une forme de sélection éventuelle dans certaines filières sous tension. Permettre que l'université fasse une sélection pour éviter le tirage au sort, tout simplement, parce qu'il y a certains cas où c'est soit la sélection, soit le tirage au sort, et à ce moment-là, évidemment, la sélection au mérite vaut bien mieux que le hasard. Il y a également aussi le refus de l'idéologisation de l'université, c'est-à-dire de l'enseignement sous couvert de la science, d'une pseudo-scientificité, d'une idéologie, qui généralement est de gauche, par exemple aussi de la théorie du genre, de ce qu'on peut appeler même l'idéologie du genre, d'idées quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que nous sommes pour un enseignement qui soit réellement objectif, et que l'idée enseignée derrière l'enseignement nous plaise ou non n'est même pas la question. L'important, c'est d'avoir un enseignement objectif par des scientifiques pour former des scientifiques. Alors, comme vous défendez une revalorisation des diplômes et donc une forme de sélection à l'université, immédiatement on pourrait vous taxer d'antidémocrate, parce que si tout le monde n'a pas accès à l'université, à ce moment-là on crée des éducations à deux vitesses et certains auront des diplômes et d'autres non. Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Eh bien, on peut répondre à ça que, alors, même si le système actuel, donc Parcoursup, a énormément de défauts, évidemment, ça il ne faut pas le cacher, le fait d'écrire des lettres de motivation, etc., le système aussi sans hiérarchisation, c'est un mauvais système, mais avec un bon système de ce type-là, on peut faire en sorte que chacun, au sortir du lycée, puisse trouver une filière qui lui convient. En fait, tout le monde n'est pas forcément fait pour faire, par exemple, de l'histoire dans telle université, ou faire de la littérature, ou faire des mathématiques, etc. Ou de la sociologie. Ou de la sociologie, bien évidemment, mais j'ai même aucun mépris, même pour la sociologie. C'est une science également qui a été énormément idéologisée, et c'est son gros problème, mais c'est une véritable science tout à fait respectable. Et effectivement, disons que... en fait, c'est un peu fallacieux de mettre ce concept de démocratie pour l'entrée à l'université, c'est-à-dire que on entre à l'université pour après obtenir un diplôme. Tout le monde n'obtiendra pas forcément un diplôme, ça dépend de son travail. On ne peut pas revendiquer au nom de la démocratie de recevoir un diplôme à la fin. Il faut donner un travail, il faut fournir un travail, et il faut il faut mériter son diplôme. C'est ça que nous défendons. C'est-à-dire que la méritocratie n'est en rien incompatible avec la démocratie qui, elle, est sur le thème des élections, sur le thème des choix politiques, sur un thème tout à fait différent. Et la démocratie à l'université, d'ailleurs, existe pour tous les étudiants qui sont à l'université. Il y a des élections étudiantes, ils peuvent voter pour des représentants dans des conseils étudiants.
Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Revaloriser l'idée d'effort. Revaloriser l'idée d'effort, c'est ça exactement. Mérite, effort, tout à fait. Alors, Excellence. vous, comme je l'ai dit, vous représentez un courant politique qui était assez peu commun dans le monde des étudiants. Vous qualifiez de droite. Êtes-vous indépendant de certains partis comme les Républicains qui ont un syndicat étudiant bien à eux, qui est l'UNI? Est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce tout comme l'UNEF pour Parti Socialiste ou l'UNI pour les Républicains? Est-ce que la cocarde étudiante est une antichambre pour progressivement entrer dans un parti politique? Alors, non, nous faisons tout, nous faisons en sorte que véritablement tous les étudiants, qu'aucun étudiant de quel parti qu'il soit ou qu'il se sente proche ne se sentent rejetés, c'est-à-dire qu'ils soient proches des Républicains, de Debout la France, du Rassemblement National, du Parti chrétien-démocrate, de l'Union populaire républicaine, du Centre national des indépendants et paysans, tous ces partis de droite, quelle que soit sa proximité partisane, et d'ailleurs il est à noter que la plupart de nos militants ne sont pas encartés, on peut avoir une proximité partisane mais ils ne sont pas encartés en général, et bien tous ces étudiants peuvent se sentir représentés dans la cocarde étudiante. Ce n'est pas comme l'UNEF qui effectivement avant, maintenant elle est de plus en plus gauchisée, mais avant était surtout proche du Parti Socialiste, comme l'UNI qui fondamentalement est l'antichambre des Républicains et est extrêmement liée aux Républicains. Nous ne recevons pas de subventions d'un parti politique, nous ne recevons pas d'ordre, de directives d'un parti politique. Nous allons aux événements de différents partis politiques, du RN, de DLF, etc. Nous recevons également des membres ou des anciens membres de différents partis politiques. Nous avons reçu Marion Maréchal, nous avons reçu dans une autre section Jean-Frédéric Poisson, qui est le patron du PCD. Donc, non, justement, nous faisons en sorte, en tout cas, de rester totalement indépendants, apartisans, c'est-à-dire liés à aucun parti politique, et transpartisans, c'est-à-dire dans une optique d'aller parler avec tous les partis politiques et de laisser nos membres adhérer ou militer, sympathiser pour le parti qu'ils souhaitent. Je pose la question parce que le président de votre mouvement, Luc Lahalle, Tout à fait. a été embauché comme collaborateur parlementaire par Jordan Bardella. Oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est son choix, c'est un choix personnel et c'est... D'accord, très bien. Non mais au moins, quand les choses sont dites, on ne peut pas reprocher de ne pas les avoir dit. Bien sûr. Vous êtes un mouvement récent. Comment se déroule la vie d'un militant dès lors où il a les idées que vous avez? Il y a eu une opposition au blocage en 2018, aux éléments mis en place par Parcoursup l'année dernière, en 2019, et des affrontements. Tout à fait. Comment la cocarde étudiante arrive à mettre le pied dans des endroits historiquement gauchisés comme Nanterre? Alors c'est très difficile justement. Pour Nanterre, nous avons une section qui a grossi en très peu de temps. Justement, en partie en fait, il faut le dire, il faut les remercier grâce aux Antifa qui à force de nous agresser, de nous attaquer, de nous diffamer, font prendre conscience à certains étudiants que eux sont les véritables ennemis des étudiants de l'université et quel est le mouvement qui est le plus à même de lutter contre eux, c'est-à-dire la cocarde. Et disons que pour Nanterre, en début d'année, en fait, certains de nos militants ont été agressés alors qu'ils étaient dans leur université, ils faisaient rien de particulier. Nous sommes revenus donc assez relativement nombreux de façon à éviter tout problème et pour tracter. On n'a pas eu d'ailleurs de difficultés ce jour-là parce qu'ils ne nous attendaient pas. Et le problème c'est que maintenant ils nous attendent et ils nous connaissent. Donc évidemment maintenant ils sont souvent, surtout en ce moment, la dernière fois qu'on y est allé, ils nous ont attaqués, ils n'ont pas hésité à ramener des cégétistes de 40-50 ans qui n'avaient évidemment absolument rien à faire à l'université, mais qui étaient là probablement à l'occasion de la grève. Et ils n'hésitent pas évidemment à nous attaquer à la matraque télescopique, à la gazeuse, etc. Au point américain, ça ne les dérange absolument pas, donc c'est difficile, on va dire que c'est très difficile, mais ça n'empêche pas notre militantisme, mais ça n'empêche pas non plus d'avoir des élus. Nous avons eu des élus à la première élection de l'année à la commu, et nous avons eu aussi une élue dans les conseils centraux à la CFVU de Nanterre. Donc ça ne nous empêche pas de vivre et de résister. Donc un début prometteur pour un étudiant pour un syndicat étudiant qui a 5 ans. 5 ans, exactement. 500 membres, je l'ai dit. C'est ça. Et des antennes en province? Tout à fait, un peu partout. Nous avons une antenne à Lille, Strasbourg, en Lorraine,
Je me souviens pas exactement de toutes les Oui, écoles que nous avons, mais nous en avons beaucoup, un peu partout en France, et c'est tout à fait prometteur. Et pas qu'en Île-de-France, c'est-à-dire. Évidemment, en Île-de-France aussi, mais pas... Oui, c'était aussi le but de ma question, c'était que bien souvent les syndicats étudiants, mais bon, la politique en général, dans notre cher pays jacobin, tout se fait à Paris. Est-ce que dans une espèce de volonté de reconquête politique du monde étudiant, est-ce que vous avez aussi la volonté de vous exporter un peu partout en France ? Tout à fait, bien sûr, c'est notre volonté, c'est vraiment pas de rester uniquement dans le monde parisien ou dans le monde francilien, disons. C'est aussi de laisser nos différentes sections un peu partout en France relativement libres, de pouvoir inviter des gens, etc., de prendre des initiatives dans leurs affiches, dans leurs tracts, etc., de pas être entièrement, évidemment, être inféodé à une direction un peu coupée du monde qui serait parisiano-centrée. Donc, effectivement, hein, nous avons la volonté de nous étendre partout en France, pas seulement de rester à Paris. Comme dit l'expression, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc vous devez faire votre nid. Si on passe un petit peu le militantisme pur, j'imagine qu'il y a une forme de volonté en tout cas une volonté de reconquête culturelle de votre part du monde étudiant. Comment d'après vous, on va dire les jeunes qui ont entre 20 et... allez, oui, quand on est étudiant, on a grosso modo entre 19 et 25 ans. Oui, c'est ça. Ah, même finalement presque 30 aujourd'hui, puisque les études se rallongent. Comment, d'après vous, il est-il possible pour un syndicat étudiant de redonner envie, culturellement, et puis même sur éventuellement d'autres aspects, de redonner envie de lire, d'avoir une vie qui se coupe un petit peu du matériel, culturellement, comment, d'après vous, on peut faire ça ? Vous qui avez une vingtaine d'années. Pour ça, c'est évidemment, c'est pas facile évidemment de faire ça. Mais nous le faisons au sein de notre syndicat, au sein même de avec nos membres, par les conférences que nous organisons, qui se veulent d'un niveau intellectuel tout à fait respectable, avec des invités de qualité. Nous faisons aussi par le cercle de lecture, c'est-à-dire que parfois, tous les mois ou tous les 2 mois, nous organisons des cercles de lecture sur un thème en particulier. Chacun doit lire un livre sur le thème, faire une fiche de lecture, en parler devant tout le monde, et donc ça permet aussi d'inviter les gens, les inciter à lire, à se documenter, etc. Nous avons aussi, nous partageons entre nous évidemment des articles, des conseils de lecture. Nous discutons aussi, c'est-à-dire que par la discussion aussi, ne serait-ce qu'en soirée, même autour d'un verre, on peut également se stimuler les uns les autres intellectuellement et parvenir à se redonner entre nous le goût de la lecture, le goût de la réflexion, de la pensée. Ça peut aussi passer par le visionnage de vidéos, évidemment. Ce n'est pas que par la lecture, bien sûr, ou avec la radio, avec diverses chaînes de radio. Donc voilà, disons que c'est comme ça que c'est en invitant un étudiant dans notre mouvement, nous l'invitons aussi par là à participer à ce genre d'activités qui nous espérons, peuvent essayer de stimuler intellectuellement les étudiants. On arrive vers la fin, mais je tiens toujours à cette question. Là, on parlait d'une volonté de ne pas se laisser aller à une certaine apathie, on va dire, culturelle, à l'heure où Cyril Hanouna et Marlène Schiappa font légion. D'après vous, lorsqu'on a aujourd'hui une vingtaine d'années, qu'on est étudiant, ça peut être à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Nancy, où vous voulez, on peut très facilement gagner par le pessimisme. Dans un monde très laid, c'est quelque chose qui vient assez rapidement, dès lors où on aime justement les choses un peu belles. Lorsqu'on a une vingtaine d'années aujourd'hui, vous l'avez un peu évoqué, mais quand on est étudiant, comment faire pour éviter ça ? Effectivement, c'est un sentiment par lequel on peut se laisser gagner. Mais justement, en fait, quand on est jeune aussi, quand on est étudiant, on a aussi une vision à long terme. Alors, je dis pas que c'est pas possible dans d'autres catégories d'âge, évidemment, mais on a une vision à long terme de l'avenir qui fait qu'on a aussi un certain espoir, un certain optimisme. Il faut quand même rester optimiste malgré tout. Il faut aussi voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que, certes, on a des Hanouna, des Schiappa, etc. Bien sûr, vous l'avez dit, mais on a aussi des Zemmour, des Finkielkraut, ou même dans le camp adverse. Il ne faut pas non plus dénigrer complètement les intellectuels qu'il peut y avoir dans le camp adverse. Donc il y a aussi des gens qui sont toujours là pour penser, qui sont toujours là pour réfléchir. Il y a toujours un espoir qui est là. Enfin, voilà, je sais pas si ça répond à votre question, mais
il faut pas se laisser gagner par le pessimisme, évidemment. Il faut quand même, déjà si on combat politiquement, quand on est dans un combat politique, forcément on a une envie de changer les choses et aussi la conscience que les choses peuvent changer. Et dernière question qui est quand même très importante, histoire de faire un sort à cette espèce de fantasmagorie qui consiste à dire qu'on peut être à la fois national et libéral en même temps. Vous l'avez un peu dit en début, mais je tiens à le réentendre. Dans votre critique de cette démocratie molle où tout le monde est pareil, où tout le monde est égaux, et où finalement le libéralisme gagne, parce que c'est le but du libéralisme, c'est l'indistinction généralisée. Vous-même, en tant que jeune étudiant et donc représentant de la cocarde étudiante, vous critiquez le libéralisme politique. Alors en fait le fait est que la démocratie libérale, c'est ça en fait le libéralisme politique fondamentalement, c'est l'état de droit, mais c'est même plus que ça. C'est la supériorité de certaines règles juridiques par rapport éventuellement à la majorité, aux règles de la majorité. Nous pensons que la démocratie illibérale est une forme d'avenir, c'est-à-dire la victoire de la majorité, la véritable démocratie sans gouvernement des juges, sans gouvernement de certaines normes juridiques, sans que derrière nous, une Union Européenne nous dise « Ah non, mais ça, vous n'avez pas le droit de faire ce référendum-là parce qu'il y a tel traité, tel article qui fait que vous n'avez pas le droit, l'article a été signé il y a 30 ans par 3 technocrates. » Donc c'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire que, comme le dit Zemmour, l'explique d'ailleurs très souvent très bien, la démocratie libérale, à l'origine, ça part d'un très bon sentiment qui est celui de Tocqueville, c'est-à-dire essayer de limiter la tyrannie de la majorité, le potentiel despotisme démocratique. Sauf qu'aujourd'hui, on en est venu à un despotisme technocratique, en fait, à un despotisme juridique des juges, en fait, un gouvernement des juges qui ont de plus en plus de pouvoir, qui font le droit finalement en ayant la possibilité de l'interpréter très largement. Et cette démocratie libérale est donc parvenue à une forme d'excès. Et donc c'est pourquoi dans le libéralisme, effectivement, il faut critiquer le libéralisme économique, culturel et également politique dans une certaine mesure, c'est-à-dire, évidemment, on est tout à fait pour l'état de droit, mais dans cette judiciarisation extrême, en fait, du politique, cette dépolitisation en réalité de la démocratie. Bien, dernier mot pour revenir au syndicat en tant que tel. Nous sommes en 2020. Comment se présage l'avenir pour la cocarde ? Vous allez gagner en étudiant. Quelles vont être les actions pour cette année et puis pour les années à venir ? Bon, eh bien, ça ne se commente pas évidemment. Mais bien évidemment, vu notre lancée, vu la bonne lancée sur laquelle on est, on ne doute pas qu'il y ait un bon nombre d'étudiants qui nous rejoignent peu à peu. Et que d'ici un an, par exemple, jour pour jour dans un an, on ait un nombre d'adhérents bien supérieur encore, et encore d'autres moyens, et qu'on ait fait encore d'autres choses, qu'on ait encore de nouveaux élus, etc. Bien, ne jamais se laisser gagner par le pessimisme. Voilà. Nous y tenons également sur Radio Lorraine Enragée. Monsieur Delorme-Monsarrat, merci. Merci à vous. Je remercie également les auditeurs qui auront la curiosité d'aller regarder ce qu'est la cocarde étudiante. Je vous remercie toujours pour attendre avec impatience nos sons et nous soutenir quoi qu'il arrive. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, mettre la petite cloche. Et si vous en avez la possibilité de nous soutenir sur Tipeee, ça nous aide bien. Parce que notre volonté est primordiale, mais elle ne fait pas tout. Merci encore, c'était François-Xavier Consoli pour Radio Lorraine Enragée. Comme disait le menhir, la vie commence toujours demain. À la prochaine. Le libéralisme est historiquement et philosophiquement de gauche. Du communautarisme. Nous, on est contre le néolibéralisme. Parce que vous êtes marxiste. On est contre ça. Voilà. Vous êtes marxiste, bien sûr. Voilà, on est marxiste. Ce que je veux dire, c'est que historiquement comme philosophiquement, le libéralisme est de gauche. Nous sommes de droite, nous ne sommes pas des libéraux à la cocarde. Nanterre, Nanterre, Antifa, Nanterre, Nanterre.